Alors, on va commencer avec Maxime Servul. Maxime est sociologue et maître de conférences en sciences de l'information à l'Université de Paris 8. Ses recherches portent sur les dimensions culturelles des rapports sociaux de race et de genre qu'il saisit selon une perspective inspirée des Cultural Studies. Ses nombreuses publications en langue française sur l'intersection entre la race, le genre et la sexualité dans les médias font de lui une spécialiste incontournable sur la question. Sa présentation est intitulée « Des robes couleurs du temps, controverse autour des représentations raciales dans RuPaul's Drag Race ». Alors, je vais appeler à Maxime. Merci, bonjour. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Joël Rouleau et Martha Boni pour leur invitation et pour l'organisation de ce colloque, non seulement qui est déjà passionnant, mais qui est aussi évidemment particulièrement important. Je vais m'inscrire pour ma part dans la continuité de la discussion de ce matin, puisque je vais partir de l'idée qui a été développée par Lynn Jai-Rich, que l'expression télévision queer relève de l'oxymore. D'un côté, le terme queer a été investi d'une forte valeur antinormative, qu'il s'agisse de décrire des modes d'existence situés hors des matrices d'intelligibilité hégémonique, ou qu'il s'agisse de rendre compte de formes politiques dotées d'une capacité de subversion. À l'opposé de cela, les recherches sur la télévision l'ont souvent comprise comme un médium participant de la construction sociale de l'ordinaire, du commun et de la norme. On peut donc se demander comment, sur le plan méthodologique, habiter cette tension entre des élans normatifs et antinormatifs. En d'autres termes, comme l'ont demandé par exemple Glyn Davis et Gary Needham, qu'est-ce qui est queer dans ce que l'on appelle la télévision queer? Est-ce qu'il s'agit des représentations, des pratiques de production, des circuits de diffusion des contenus ou des pratiques de réception? Alors, c'est cette dernière voie d'exploration que préconisent Davis et Needham en insistant sur le rôle que jouent les communautés interprétatives et les contextes de visionnage dans la queerisation des programmes. Et une queerisation des programmes qui intervient y compris pour les programmes qui sembleraient a priori les plus éloignés des modes de vie queer. Dans la même lignée, Amy Villaggero a récusé les approches exclusivement focalisées sur les représentations. Ces lectures immanentes qui, selon elle, ne parviennent à se dégager de la logique du texte télévisuel, bien souvent que pour identifier sur un mode binaire, on en parlait ce matin, des stéréotypes négatifs et positifs. On pourrait ajouter à cette remarque qu'une telle réduction de l'analyse au seul texte télévisuel encourt parfois le risque de conférer à l'étude des représentations un fondement strictement moral, qui échapperait à toute remise en question. C'est ce que Ellis Hanson a par exemple appelé une politique moraliste des représentations. Alors, la question qui affleure ici est plutôt celle de l'effet idéologique de la télévision, de sa capacité à donner forme à la réalité. Cet effet idéologique, la réussite de cet effet idéologique, dépend toutefois d'une condition, que la réalité ainsi constituée puisse s'inscrire dans des régimes de sensibilité préexistants et trouver ainsi une résonance dans l'expérience vécue des publics. Il s'agit donc, comme le préconise Amy Villaggero, de rendre compte de cet effet idéologique qui dérive, nous dit-elle, de l'illusion de la réalité. Cette question de l'illusion de la réalité, elle est aujourd'hui particulièrement prégnante depuis l'émergence au tournant du XXIe siècle de la télé-réalité. Une forme télévisuelle caractérisée par l'hybridité générique que Richard Kilborn a défini comme un principe de simulation d'événements réels par le biais de diverses formes de reconstruction dramatique. La prolifération de formes documentaires, aujourd'hui particulièrement composites, est telle que John Corner en vient suggérer que nous serions entrés dans une ère qu'il appelle post-documentaire. Au travers de ce terme, Corner tente d'appréhender les dynamiques de renouvellement du naturalisme télévisuel. Un naturalisme, nous dit-il, qui aurait pour caractéristique centrale d'avoir ajouté à l'expérience téléspectatorielle, je le cite, de nouveaux niveaux de jeu représentationnel et de nouveaux niveaux de réflexivité. Alors, effectivement, les publics de la télé-réalité
ont été, dans un premier temps, très largement décrits comme des idiots culturels, fascinés par le spectacle de la trivialité. Toutefois, la littérature critique sur la télévision relève désormais le haut degré de réflexivité de ses publics. En d'autres termes, l'un des effets secondaires, presque paradoxal, de la télé-réalité aurait été d'acculturer les publics à des pratiques de lecture des programmes qui interrogent précisément le degré de réalité et les conditions de production de cette réalité télévisuelle. Loin d'avoir renforcé la croyance en la réalité des mondes télévisuels, la télé-réalité aurait mis au jour la pluralité des réalités et surtout, elle a ouvert à la remise en question de la fabrique de ces réalités. Alors, la question que j'aimerais explorer aujourd'hui, c'est précisément celle de la réflexivité des publics de la télé-réalité, en prenant pour objet l'émission de télévision RuPaul's Drag Race, une émission de la chaîne télévisée Logo, puis à partir de 2009, une émission qui est diffusée sur VH1, qui, au-delà de cette inscription dans le contexte télévisuel états-unien, est une émission qui a une très large audience internationale, notamment en raison de sa diffusion sur Netflix. Alors, le principe de l'émission est simple, je vais juste le présenter en quelques mots. C'est une émission de télé-réalité de compétition, dans laquelle une douzaine de drag queens s'affrontent au travers d'épreuves de comédie, de chant, de lip-sync, pour remporter le titre de America's Next Drag Superstar. Le format de l'émission, très réglé, alterne entre des moments d'épreuve et des moments dans lesquels les candidates échangent à propos de leurs histoires de vie, qui sont pour une bonne partie des histoires de vie tragiques. Et on peut penser que c'est précisément cet alliage, disons, de glamour et d'histoires de vie tragiques qui constitue l'un des succès, qui fait le succès de l'émission. Alors, l'émission Drag Race, dont le format est aujourd'hui en train de s'internationaliser, est particulièrement intéressante pour quiconque s'intéresse à la mondialisation des identités sexuelles et des identités de genre minoritaires. Le programme constitue l'un des cas les plus flamboyants d'une culture de masse queer, désormais mondialisée. L'argot propre à l'émission, Shade, Sashay Away, etc., résonne désormais dans les clubs gays de Bangkok, de Sydney ou d'Amsterdam, y compris dans des villes où la culture drag queen était auparavant en déclin. Donc c'est une des spécificités du programme que d'avoir, disons, rallumé l'étincelle de cette culture drag de par le monde. Un deuxième élément qui est souvent évoqué lorsqu'on cite Drag Race et qu'on veut souligner, disons, son intérêt, beaucoup d'auteurs ont souligné combien le programme participe d'une déstabilisation du modèle hégémonique d'identité gay qui valorise la masculinité au détriment de l'efféminement. Alors, ces points, disons, positifs ne sont pas néanmoins sans poser un certain nombre de questions que l'on voit poindre dans les recherches qui ont pris ce programme pour objet. D'abord, est-ce que cette internationalisation d'un modèle commercial de drague états-unien ne participe pas de la disparition de formes plus locales, de formes plus artisanales? Est-ce qu'elle ne conduit pas à une uniformisation des pratiques, des goûts et des sensibilités? En d'autres termes, quel sujet queer global l'émission est-elle en train de faire advenir? D'autres regards critiques portés sur l'émission ont pu interroger son homonationalisme. La mise en scène récurrente d'une allégeance queer envers les symboles nationaux et envers le militarisme états-unien. Autre type de critique, la valorisation dans l'émission d'un rapport frénétique à la consommation, signalé par des placements de produits à la fois répétés, hyper visibles, et puis, pour que ça passe, présentés sur un mode ironique. Enfin, d'autres travaux ont interrogé la place des stéréotypes ethno-raciaux dans l'émission. Les chercheuses Sabina Strings et Long Thi Bai ont par exemple souligné l'ambivalence du programme. D'un côté, l'émission apparaît multiculturelle et inclusive, aussi bien du côté du casting que des gagnantes de l'émission. De l'autre, je les cite, «
la race y est aussi naturalisée que le genre y est déstabilisé. J'adopte pour ma part une approche un tout petit peu différente à l'écart, disons, de l'étude des représentations. Je pars en effet de l'étude des modes d'engagement des publics les plus investis dans le programme, en partant d'une enquête ethnographique d'1 an, conduite sur Reddit, qui est le forum le plus populaire parmi les fans de l'émission. Je vous présente donc aujourd'hui certains des premiers résultats de cette enquête, qui est toujours en cours et qui va donc se poursuivre. Ce qui m'intéresse particulièrement dans l'étude de ces pratiques des fans sur Reddit, c'est la manière dont les fans discutent en ligne des représentations ethno-raciales dans Drag Race. L'analyse de ces polémiques et de ces controverses constitue un point d'entrée intéressant pour appréhender l'activité interprétative de ces publics et les formes spécifiques de leur subjectivation. En effet, en négociant publiquement leur rapport au programme et à ces polémiques, ces publics manifestent des affiliations et des désaffiliations spécifiques. Affiliations et désaffiliations qui reconfigurent les contours de leur communauté d'appartenance. Donc, une des vertus de ce type d'ethnographie en ligne, c'est vraiment de permettre de sortir d'une vision homogénéisante des publics pour un programme qui a été très régulièrement décrit comme popularisant, disons, la culture queer. Là, c'est une entrée plutôt, du coup, par la conflictualité, par ce qui fait dissensus au sein de cette communauté. Alors, les débats qu'on trouve sur Reddit autour du thème du racisme dans Drag Race sont particulièrement fournis. C'est vraiment un des points de discussion extrêmement importants au sein de cette communauté. Et ces débats, ils portent principalement sur 3 points. Premier point, les fans vont interroger les stéréotypes ethno-raciaux dans l'émission. On va en particulier interroger la dimension très fortement racialisée du type de marketing de soi auquel le programme invite les drag queens, que le programme invite les drag queens à adopter. Marketing de soi par lequel les origines d'une drag queen particulière en viennent à constituer un élément central de sa persona. Deuxième point qui est particulièrement discuté en ligne, les fans vont discuter le niveau de reconnaissance publique des drag queens de l'émission. Des polémiques régulières émergent autour de l'idée selon laquelle les drag queens les plus populaires seraient blanches et blondes, tandis que les drag queens vues comme non blanches disposeraient d'un nombre d'abonnés sur Twitter ou sur Instagram beaucoup plus faible, qui est une manière d'objectiver, disons, cette popularité pour les fans. Enfin, troisième élément, les fans vont discuter du niveau de reconnaissance les fans vont discuter de l'impartialité même de la compétition. On va questionner les effets de montage, la construction du récit, la mise en avant de certaines candidates vues comme blanches, au détriment de candidates qui appartiendraient à un groupe minoritaire. Alors, 2 choses émergent de l'étude de ces discussions en ligne. Une première chose sur laquelle je vais passer très très vite, c'est qu'on voit évidemment des conflits de définition autour de la conception même du racisme. Et c'est la souscription ou non à telle ou telle définition du racisme qui va, je dirais, configurer les positions. Mais il y a une deuxième chose qui me semble importante et sur laquelle je vais m'arrêter, qui est qu'on peut identifier dans ces discussions une sorte de typologie des modes de réflexivité ordinaires des publics de Drag Race. Et on peut identifier en particulier 3 types de réflexivité qui jouent un rôle important dans ces débats. Premier type de réflexivité, une réflexivité identitaire, qui consiste en une mise en question de soi, de ses goûts et de ses dégoûts, en lien avec son inscription dans les rapports sociaux. Autrement dit, beaucoup de fans vont s'interroger, par exemple, sur les ressorts du rire qu'une performance donnée a pu provoquer chez eux, ou à l'inverse, vont questionner leur désintérêt vis-à-vis d'une drag queen particulière. Un mode de questionnement très classique, par exemple, c'est « Est-ce que c'est parce que je suis blanc que Money Exchange, dans cette performance, ne me fait pas rire ?» La réflexivité dont font preuve les candidates elles-mêmes au sein du programme
stimule particulièrement ce type de réflexivité chez les publics. Cela a par exemple été le cas l'année dernière lorsque la drag queen The Vixen a mis en question ce qu'elle présentait comme une représentation de sa personne dans l'émission, comme une représentation sous l'égide du stéréotype de la Angry Black Woman. Les fans, donc en lien avec cette réflexivité qui est déjà contenue dans le programme, vont s'interroger sur les modes d'interpellation du public par le programme. On va questionner les moyens par lesquels The Vixen est représentée sous un jour négatif et s'interroger sur la manière dont cette mise en scène mise sur les attentes de tel ou tel public. Deuxième type de réflexivité, la réflexivité communautaire, qui prend pour objet la communauté des fans de Drag Race. Cette communauté, elle est régulièrement qualifiée sur Reddit comme une communauté toxique, précisément en raison de son racisme. Il s'agit en particulier avec ce terme de dénoncer des pratiques de fans problématiques, particulièrement répandues dans la communauté, à savoir l'envoi d'injures et de menaces de mort qui sont envoyées à nombre de candidates non blanches de l'émission sur les réseaux sociaux. De façon intéressante, là encore, le rôle qui est joué par le programme dans la constitution de son public est centralement interrogé. Quelle est la responsabilité du programme dans les pratiques de ses fans? Est-ce que le programme n'encourage pas de manière insidieuse la haine contre les candidates non blanches? C'était le cas l'année dernière avec The Vixen. C'est le cas cette année avec la candidate Silky Nutmeg Ganache, deux candidates qui apparaissent dans l'émission comme des figures négatives et polarisantes. Troisième type de réflexivité qu'on peut identifier, une réflexivité médiatique, pourrait-on dire, puisqu'elle porte cette fois plus directement sur le statut même des représentations médiatiques. Cette réflexivité révèle le haut degré de constructivisme auquel souscrivent de façon ordinaire les publics de l'émission. L'idée, par exemple, selon laquelle l'émission fait advenir des identités et des possibilités d'identification, qu'elle fait émerger des récits et des sensibilités, qu'elle rend possible des modes d'existence nouveaux. Cette idée est tout à fait banale dans les discussions des fans. Inversement, l'idée selon laquelle l'émission serait un simple divertissement, sans conséquence, sans effet ou sans implication sur le monde social, est une idée qui est largement discréditée, voire même qui est moquée lorsqu'elle est avancée par un fan dans les discussions. À première vue, on pourrait s'étonner de ce fort constructivisme auquel souscrivent une part conséquente des fans de l'émission. Cela apparaît cependant moins étonnant si l'on considère que la vision constructiviste du genre joue elle-même un rôle central dans le programme. Cette dernière repose en effet sur une forme, l'émission repose en effet sur une forme, disons, vulgarisée du constructivisme social et sur une popularisation du modèle de performativité du genre développé par Judith Butler. L'idée selon laquelle le travestissement ne concerne pas uniquement les performances des drag queens, mais qu'elle concerne aussi la stylisation de leur corps masculin au quotidien, est une idée particulièrement répandue dans l'émission. Ainsi, chez Butler, comme dans RuPaul's Drag Race, la drag queen est la figure paradigmatique non pas du fait de défaire le genre, mais la figure paradigmatique qui permet de donner à voir le fonctionnement ordinaire du genre, c'est-à-dire le fait que toute performance de genre relève du travestissement. Il m'a été difficile de passer à côté de cette vulgarisation de la théorie du genre de Butler lorsque je me suis rendu l'année dernière à l'une des conventions de fans organisées de par le monde autour de Drag Race. J'étais à la convention Drag World à Londres, et lors d'un panel qui était consacré aux identités de genre contemporaines, l'une des drag queens, Ben de la Crème, a interpellé le public en disant « Gender is » et toute la salle a repris en criant « A social construct ». Puis Ben de la Crème a cité Judith Butler, qui a eu droit à une ovation. On a l'impression que les Beatles étaient rentrés dans la salle.
Le constructivisme ordinaire de l'émission, s'agissant du genre, a ceci d'intéressant qu'il semble déborder sur la conception du programme lui-même. Les représentations qu'il donne à voir étant elles-mêmes dénaturalisées, vues comme construites, et donc pouvant être sujettes à des constructions. Ce constructivisme trivial porte aussi sur la race, contrairement à ce qu'en percevaient Sabina Strings et Long T. Bai en se focalisant exclusivement sur l'étude des représentations. En effet, en disséquant divers ordres de production de l'inégalité raciale qui sont liés à l'émission, les fans de Drag Race établissent un mode de lecture conflictuel avec le programme, qui peut tout aussi bien valoriser les objectifs de subversion politique du programme et ses objectifs de déstabilisation des identités, tout en exposant en même temps les raisons de l'échec de cette subversion et les raisons de l'échec donc de ce programme, disons, politique. Ce qu'il y a de plus queer dans Drag Race, c'est sans doute cette forte adhésion des publics à une forme ordinaire de constructivisme social, qui reconfigure la fonction même attribuée à la télévision et le rôle qu'elle joue dans la formation du monde social. Pour conclure, une question importante se pose ici, celle du point d'origine de ce constructivisme trivial. Comment est-ce qu'il circule? Jusqu'à quel point ce constructivisme trivial est-il lié aux pratiques de réception réflexive de la télé-réalité? Autrement dit, est-ce qu'il est propre au public de Drag Race ou est-ce qu'il circule beaucoup plus largement? Ou, autre hypothèse, est-ce qu'il est lié à une certaine disposition queer, à la lecture ironique, à l'interprétation camp et à un goût prononcé pour l'artifice? Alors, je ne pourrais pas ici répondre à toutes ces questions, mais je compte bien y répondre par la suite, en particulier au travers d'une enquête par entretien qui permettrait de mieux saisir cela. Ce que l'on peut toutefois dire d'ores et déjà, même sans répondre à ces questions, c'est que à l'ère télévisuelle actuelle, caractérisée à la fois par la prédominance de la télé-réalité et de la sérialité, ainsi que par une visibilité croissante des modes de vie queer, de nouvelles pratiques de consommation culturelle semblent émerger. Des pratiques culturelles où faire public ne revient plus à partager des interprétants communs. Faire public semble plutôt revenir à questionner ensemble les modalités par lesquelles on fait public. Et c'est exactement la pratique que l'on voit émerger parmi les fans de Drag Race. Interroger ensemble les modalités par lesquelles on fait public, cela pourrait sans doute être vu comme une manière particulièrement queer de faire public. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime. On est exactement à 20 minutes. Alors, ça nous reste 10 minutes pour des questions et la discussion. Alors, c'est bon. Je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant à dire par rapport aussi au queerness dans l'émission, parce que je pense que jusqu'à récemment, il y avait une définition très structurée de qu'est-ce qui était masculin et féminin. Comme il y avait eu un runway de Milk dans la saison 7, je pense, où elle avait porté un suit, puis il y avait eu beaucoup de backlash, puis tout ça. Mais récemment, dans la plus récente saison, il y a un personnage aussi qui a porté un suit, puis ça a passé comme correctement. Effectivement, on voit que comme avant, c'était très rigide par rapport à comme une drag queen, c'est de masculin à féminin, mais maintenant, c'est un peu plus... ça commence à changer, je pense aussi avec la réponse des fans. Puis Aquarius, elle qui a gagné la saison passée, est un peu plus masculine dans un sens. Puis c'est ça, je sais pas, comme quelque chose là. J'ai pas vraiment des questions spécifiques. Bah, effectivement, dans la formule d'une émission aussi structurée que Drag Race, il y a à la fois le plaisir de la répétition et le plaisir de la transgression. Et la transgression, l'espace d'innovation, il intervient beaucoup sur, d'une certaine manière, les règles mêmes de la compétition, y compris les règles implicites. Et effectivement, le fait de ne pas pouvoir mobiliser un certain nombre de traits masculins constituait une règle implicite qui, au fur et à mesure de l'émission, a été déplacée. Donc là, il y a un jeu, évidemment, qui permet de renouveler l'intérêt pour le programme. Ceci dit,
j'ai parlé d'un haut degré de constructivisme s'agissant du genre. Il y a par contre un faible niveau de constructivisme s'agissant du sexe. Et c'est d'ailleurs un des 2 autres points de controverse particulièrement importants au sein des communautés de fans. Le fait que jusqu'à très récemment, il n'était pas possible pour une candidate se présentant comme une femme trans d'être intégrée dans l'émission. Et donc il y a aussi quelque chose qui cohabite avec cette idée d'une grande fluidité du genre, c'est cette idée d'une grande stabilité du sexe. Voilà. Mais je trouve en tout cas très intéressant que précisément à partir du moment où on a cette vision hyper constructiviste du genre, cette question elle ne fait plus problème, donc elle n'est pas débattue. C'est pas un point, comment dire, alors c'est un point de convergence jusqu'à un certain point parmi les fans, mais ce n'est pas un objet de discussion. Et donc par contre, ce qui va alimenter du coup le récit télévisuel et l'appropriation du programme, c'est ces 2 questions conflictuelles autour du sexe et de la race. Donc avec un jeu qui est jusqu'où est-ce qu'on peut faire avancer la ligne du constructivisme. C'est ça qui se joue entre des fans qui sont hyper constructivistes et puis d'autres qui, au contraire, tentent de reculer. Merci pour cette présentation. J'ai une question qui ne va pas être très sexy, c'est une question sur la méthodologie. Est-ce que par rapport à votre panel, comment est-ce que vous arrivez à constituer les identités socioculturelles? Et est-ce que vous avez des moyens de pouvoir, j'imagine qu'on est au niveau de la suggestion et du devinage, est-ce que vous avez des moyens de deviner les identités ethno-raciales des gens qui sont derrière les pseudos? Alors, c'est toujours la limite de l'ethnographie en ligne, c'est qu'il n'est évidemment pas possible de rapporter des données sociologiques par rapport aux comptes que je rencontre sur mon terrain. Et il me semble assez essentiel de, évidemment, insister sur le fait que ce que j'étudie, c'est un ensemble d'échanges discursifs rattachés à des comptes, sans doute plus qu'à des individus auxquels je n'ai absolument pas accès. Donc c'est pour ça qu'il me paraît nécessaire, dans un second temps, de procéder par une enquête par entretien. Après, s'agissant de l'identité ethno-raciale des personnes qui interviennent, il est évidemment très commun que les prises de position se fassent pour les fans en faisant référence à leur supposée identité. Pour autant, je ne peux pas lire ces positionnements, qui consistent à dire en tant que blanc, je, en tant que non blanc, je, etc. Je ne peux pas lire ces positionnements autrement que comme des ressources rhétoriques dans le cadre de discussions conflictuelles. Voilà, je n'ai aucun moyen de savoir qu'est-ce qu'il en est véritablement de l'identité de ces personnes. Est-ce que leurs identifications varient? Voilà. En fait, je ne sais pas si vous avez... je lance une question qui n'a pas rapport avec RuPaul, mais avec le Met Gala de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Nina Waite, qui, en fait, la thématique du... c'est juste parce que ça me fait réfléchir à la question de la race, à l'intégration de la race dans la dynamique drague. Donc, le Met Gala, cette année, avait comme thématique le camp. Et donc, il y avait cette performance qui était très, très mise de l'avant. Et Nina Waite, qui est une femme queer de présentation très masculine, qui, à quelque part, je pense, s'est réapproprié une façon d'être en drague dans son choix d'habillement. Mais dans son dos était écrit Black Drag Queens Invented Camp, mais elle a, on purpose, fait une faute dans la façon d'écrire Invented pour mettre l'emphase sur le D. Ça a créé des polémiques assez importantes sur comment on pouvait faire autant de fautes. Et elle a sorti donc aujourd'hui sur Twitter cette espèce de réappropriation du langage pour faire apparaître en fait les dynamiques et les structures racistes en fait à l'intérieur de... Et donc comment on peut transformer les mots en réappropriant une façon de les écrire. Je trouvais ça intéressant de faire intervenir donc la question raciale à travers cette mise en scène du camp. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est pas nécessairement
pertinent. Je me demandais si dans le RuPaul, peut-être, est-ce que ce genre de choses-là se produit ou est-ce qu'on efface complètement les dimensions? Moi, je ne suis pas très familière, donc c'est... Est-ce qu'on efface quelle dimension? Les dimensions raciales, parce que vous mentionnez que justement c'est très essentialisant, en fait. Au final, on essentialise énormément les questions raciales. Ou non? Non, c'est pas exactement ce que je dis, parce que... comment dire? Dans l'émission, se côtoient à la fois des choses qui peuvent relever de l'appropriation culturelle, ce qui fait l'objet d'un certain nombre de polémiques, avec un discours très axé sur l'inclusion, sur le multiculturalisme, avec des castings qui sont extrêmement diversifiés, et avec tout un ensemble de jeux explicites sur les stéréotypes raciaux. Il est évidemment bien difficile, et c'est l'objet des discussions des fans, de savoir dans quelle mesure on est face à une simple répétition des stéréotypes ou dans quelle mesure on est en train de les déjouer. Donc justement, moi, ce qui m'a intéressé pour sortir de l'ornière et sortir de cette difficulté à trancher, et puis selon quelle base normative peut-on trancher, c'était plutôt de voir quelle était la fonction de ces discussions, d'une certaine manière, parmi les communautés de fans. Et la fonction, elle est double. À la fois, ces forums sont donc un support de discussion, finalement, pour des discussions politiques assez ordinaires. C'est-à-dire qu'on en vient à discuter des choses comme le racisme est-il systémique aux États-Unis, ou est-ce qu'on adhère plutôt à une définition du racisme individualisante, etc. Et puis ça déborde sur mais moi je suis suédois, etc. Est-ce qu'ensuite le racisme est systémique? Donc c'est très intéressant parce qu'on voit aussi des cadres de pensée qui ont été développés dans certaines traditions intellectuelles locales qui commencent à déborder, à essaimer à d'autres échelles. Et puis, deuxième type de fonction qu'ont ces débats, celui pour la communauté de fans de prendre conscience d'elle-même comme communauté, de s'interroger sur ce qui la structure, sur ce qui l'organise, et quel est ses effets, d'une certaine manière, et sa fonction sociale. Peut-être une dernière question. Oui. Il y a plusieurs maintenant. Peut-être on peut faire une fois. Ah bon, d'accord. Merci Maxime, toujours très intéressant. La communauté queer en général souffre souvent d'un certain jeunisme, d'un racisme anti-vieux, je trouve. Et je me demandais si ces personnes en ligne aussi véhiculaient donc ces préjugés anti-agistes, comme on dit ici, ces préjugés anti-vieux, ou si c'est une dimension qui est complètement évacuée de leurs propos, de leurs réponses. Oui, il y a un certain nombre de débats autour de ça, mais on ne peut pas dire que ce soit aussi structurant comme type de débat dans la communauté. Il y a effectivement beaucoup d'interrogations sur l'âge des gagnantes de l'émission. Puis les dernières gagnantes étaient relativement jeunes. Mais non, je ne crois pas que ça ait une dimension particulièrement structurante. Est-ce qu'on peut lire cela en lien avec le fait que dans la société américaine en tant que telle, c'est une dimension qui est aujourd'hui beaucoup moins débattue que la question du racisme, sans doute, c'est-à-dire qu'il y a aussi des questions de dans quel type de disons quel type de résonance sociale trouve le programme. Voilà. Donc c'est une discussion qui est marginale. Okay, merci. Je voulais revenir rapidement sur la question de la méthodologie. En fait, donc, il y a les fans et puis il y a Reddit. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de particulier aux communautés Reddit, où il y a en fait une certaine forme de performativité qui se montre aussi. Donc je me demandais ce que vous faisiez avec ça. Et l'autre question, c'était quand vous allez passer aux entrevues en personne, vous allez les trouver où ces gens-là, et est-ce que ça va être les mêmes que ceux qui sont sur Reddit? Parce que ça,
c'est une grande différence. Si vous les trouvez dans le forum, dans la convention de fans, etc., est-ce que ça va se recouper et comment? Oui, alors effectivement, moi je souhaite faire des entretiens en ligne aussi, Ah oui, donc voilà. avec des fans de Reddit. Voilà, pour répondre à votre deuxième question. Pour répondre à la première, effectivement, il y a une spécificité de Reddit, mais comment dire, la dimension significative de cette ethnographie réside dans le fait que l'essentiel des activités des fans de Drag Race se retrouve sur Reddit. C'est-à-dire que c'est un pôle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres espaces. Évidemment, il y a d'autres espaces, il y a Instagram, il y a Twitter notamment, mais Reddit a une centralité. C'est-à-dire que, y compris si on regarde, ce qui a pu m'intéresser par ailleurs, c'était de suivre le développement d'une controverse en particulier. Et les controverses, elles se développent depuis Reddit, elles essaiment ensuite sur d'autres sphères, mais c'est vraiment dans ce lieu que tout se joue. C'est d'ailleurs à tel point que l'émission référence Reddit. C'est-à-dire très régulièrement, les queens disent « Oh là là, mais si je dis ça, sur Reddit, ça va être ma fête ». Voilà, donc je pense que ça, c'est un point qui est particulièrement important. Après, sur le mode d'échange sur Reddit, c'est évidemment une dimension qu'il faut souligner aussi. C'est-à-dire que c'est une arène discursive dans laquelle l'ironie est centrale et dans laquelle l'intervention sous la forme de texte s'efface parfois par rapport à des interventions sous la forme de GIF, sous la forme de mèmes, sous la forme de montage. Néanmoins, moi ce que j'ai trouvé, c'est vraiment une sorte de convergence autour des différents points de crispation que j'ai évoqués, quel que soit le mode d'expression. C'est-à-dire, là je vous ai mis un mème sur Toxic Fandom. En l'occurrence, cette idée de la communauté comme étant toxique, on le retrouve décliné de tout un tas de manières différentes. Mon question était aussi par rapport au public, aux internautes et à la dimension transnationale éventuelle. Puisque tout se passe en anglais principalement, j'imagine que c'est un peu difficile de comprendre, mais je me posais la question par rapport à l'ancrage quand même très fort dans la société américaine, à la fois pour des questions de la représentation de la race et de la question aussi du goût peut-être, ou du fait que le drag peut être davantage mainstream aux États-Unis qu'ailleurs, si dans les discours il y avait la possibilité de mettre en évidence une différence de public qui vient de l'ailleurs. Oui. Après, ce qui n'est pas possible de faire, c'est d'en avoir une lecture systématique, au sens où, voilà, moi, ma méthode, par exemple, c'est l'observation participante. Donc, j'écris aussi, j'entre en interaction, je participe de ces débats en ligne, etc. Je ne laisse pas savoir que je suis français, par exemple. Donc je ne peux pas avoir une lecture systématique de ça. Par contre, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, la conflictualité, elle est très animée par des différences de sensibilité quant à la définition du racisme et quant à la capacité pour telle ou telle définition de s'appliquer sur un territoire national ou un autre. Donc ça, c'est des éléments qu'on voit beaucoup apparaître dans les discussions. Après, pour avoir vraiment une vue fine de ce type de distinction, pour le coup, il faudrait une enquête qui ait une dimension transnationale, c'est-à-dire avec des entretiens dans les différents pays dans lesquels Drag Race est consommé. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse faire ce type de distinction à partir d'une ethnographie en ligne. C'est pas la bonne entrée. Je pense qu'on est plus ou moins à temps. Alors, merci beaucoup. Merci.